Bonjour à vous. Le festival Rue des Livres cette année, 14e édition, fait son festival sur vos écrans ici à TVR. Et nous sommes ravis d'accueillir des invités et aussi les personnes de l'association Rue des Livres dans un instant. Je voulais juste vous rappeler que ce sont 5 émissions qui vont être proposées sur 5 thématiques différentes et chaque émission va être proposée à l'antenne durant 5 semaines consécutives. Cela donne l'opportunité, puisque le festival ne se tient pas ouvert au public cette année au mois de mars, comme d'habitude dans le quartier de Maurepas, de vous proposer tout de même des rencontres avec des auteurs, des autrices, avec des artistes, des illustratrices et que sais-je encore. C'est Anaïs Bio de Rue des Livres qui va nous en parler encore mieux de la tenue de festival de cette année. Et à mes côtés, des auteurs et une maison d'édition, représentée par des personnes, bien entendu. Nous allons commencer donc avec vous, Adrien Thomas. Vous êtes donc auteur. Bonjour. Ça. Bonjour. On a Xavier Dolo. Bonjour. Bonjour Xavier. Et vous, Simon Pinel. Vous Bonjour. êtes là tous les deux pour la maison Argile. C'est ça. Une nouvelle maison d'édition à Rennes. Très bien. Et vous, Anaïs Bio, donc je viens de dire à l'instant, pour le festival Rue des Livres, vous êtes la coordinatrice de ce festival depuis des années maintenant. Et là, pour cette 14e édition, une proposition différente. Oui, on a dû s'adapter au contexte et être inventif. Alors, cette année, le festival, il a lieu dans les écoles, comme chaque année. Le volet de rencontre scolaire, il est très important pour nous, symboliquement aussi, parce que c'est l'idée d'aller vers les jeunes lecteurs, les lecteurs de demain. Donc, cette année, on a particulièrement mis le paquet. Cette semaine, c'est 1500 élèves qui vont rencontrer un auteur ou une autrice dans leur classe. Donc ça, évidemment, ça compte dans les établissements de la maternelle jusqu'au lycée, à Rennes, et puis aussi dans les villes de la métropole. Et puis, cette chance de faire cette série de 5 émissions avec TV Rennes. Et puis, on aura également une rencontre en présentiel avec 6 personnes triées sur le volet à la bibliothèque de Maurepas. On parle de Rue des Livres, de festival en ce moment même, en mars. C'est la date dans laquelle vous allez rencontrer le public dans le quartier de Maurepas durant tout un week-end sous diverses propositions. Mais là, si on se penche vraiment sur le projet Rue des Livres, cela représente une implication sur le territoire durant toute l'année. Oui, tout à fait. L'association, elle est présente tout au long de l'année. Nous, notre marotte, c'est le livre, la lecture et l'écriture. On l'explore à toutes les sauces et avec tous les publics, tous les âges. Donc, on propose, notamment sur le quartier de Maurepas, effectivement, un club ado, un atelier d'écriture. Et puis, on va aussi un petit peu en dehors des frontières rennaises. On accompagne des résidences scolaires, par exemple, dans les collèges. Et puis, d'une manière générale, en fait, on est ouvert à toutes les envies et toutes les propositions, toutes les opportunités avec des partenaires qui seraient intéressés pour monter un projet autour du livre et de la lecture. Et bien sûr, vous, public, vous êtes au cœur de toutes ces manifestations, de toutes ces propositions qui sont faites par le projet Rue des Livres, à tel point que vous avez un engagement très fort. Nous pouvons constater ici avec aujourd'hui la langue de signes et le sous-titrage de l'émission. Oui, effectivement, c'est Pascal Di Piazza aujourd'hui qui assure l'interprétariat en langue des signes. Le festival, il est engagé depuis plusieurs années, effectivement, pour être un événement accessible à tous les publics, y compris aux personnes en situation de handicap. Donc, on propose des dispositifs d'accueil spécifiques et puis, effectivement, la présence d'un interprète en langue des signes, par exemple. Et l'autre volet aussi, c'est de montrer des livres ou des outils de lecture adaptés. Donc par exemple les livres en braille ou les livres sonores. Et pour ça, souvent on sollicite des associations qui sont engagées dans ces dynamiques-là. Pour la tenue de l'émission, nous sommes partis sur 5 émissions avec 5 thématiques différentes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très particulière. Je vous laisse l'annoncer. C'est autour de l'imaginaire éclaire notre réalité. Parce qu'en fait, il y a quelques mois, lorsqu'on a vécu cette pandémie mondiale qui nous a tous un peu paralysés, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont indiqué que des auteurs avaient finalement écrit de façon presque assez précise, assez détaillée ce qui nous arrivait.
Donc c'est comme si la littérature avait ce pouvoir incroyable d'imaginer l'avenir. Et c'est à partir de cette question-là que on s'est dit aussi que c'était l'occasion de découvrir, enfin de faire un zoom un petit peu sur ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire, qui sont un genre très très divers, pas forcément très connu du grand public, parfois même un peu boudé des lecteurs de littérature, on va dire classique. Donc c'est l'occasion de leur faire honneur. Et puis le point commun aussi des trois invités d'aujourd'hui, c'est d'être engagé en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur dans une économie du livre qui soit plus juste, plus respectueuse. Donc c'est aussi intéressant de les entendre à ce sujet-là. Peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet autour des livres qui vous allez présenter, que vous représentez ici aujourd'hui, on peut parler justement de fait de l'imaginaire dans la littérature. Anaïs vient de l'évoquer, peut-être pas assez connue. Une intention de réponse qui pourrait éclairer des personnes qui nous regardent. Sur ces littératures de l'imaginaire, quelques repères peut-être vous êtes, parce qu'avant d'être des auteurs, vous êtes aussi des fins spécialistes de la question. Qui souhaite commencer? Ici colle. Allez, je m'y mets. Pour moi, l'imaginaire, c'est globalement tout ce qui se détache d'une manière ou d'une autre du réel. Il peut être attaché ou non. À travers des temporalités, c'est là où on parle de science-fiction, de post-apocalyptique, etc. C'est des littératures qui permettent d'explorer des futurs possibles, qui des fois sont catastrophiques, des fois sont utopiques. Et des fois, on a des imaginaires qui, au contraire, se détachent beaucoup plus complètement de la réalité, tout en étant une sorte de miroir. C'est le plus souvent le cas de la fantaisie, par exemple, qui le plus souvent se déroule sur des mondes imaginaires, avec le plus souvent de la magie, parfois des créatures fantastiques, parfois des pays, des cultures qui sont très différentes des nôtres, et en même temps qui, souvent, parviennent à créer des idées de miroir qui permettent de regarder notre propre présent, en fait, à travers un prisme, et peut-être en prendre conscience avec davantage de force que si on parle directement du réel dans une littérature contemporaine. Est-ce que quelqu'un souhaite faire un complément de cette réponse? Je crois qu'Adrien quand même dit beaucoup là-dessus déjà. C'est vrai que les littératures dites de l'imaginaire, qui recoupent effectivement sous le même le drapeau, j'allais dire, la fantaisie, la science-fiction, le fantastique, c'est vraiment ces genres-là, on va dire. Ce sont des littératures qui de toute façon font ce qu'on appelle ce pas de côté, en fait, par rapport à notre réel, par rapport à notre quotidien, etc. Mais qui savent faire justement aussi, et c'est ça qui est intéressant avec ces littératures-là, savent faire le parallèle avec ce qu'on vit. Et justement, parfois, avec l'imaginaire, l'imaginaire permet de mieux conceptualiser, de mieux voir en fait notre propre réel par ce décalage en fait. Et c'est pour ça que ces littératures-là sont, à mon sens, hyper importantes pour l'imagination, pour le rêve, pour la distraction qu'elles proposent aussi, mais aussi justement pour la réflexion qu'elles peuvent apporter. On a tous un exemple des romans comme, je sais pas, comme 1984 d'Orwell qui est très à la mode en ce moment, donc ou La ferme des animaux du même auteur, mais il y a vraiment ce décalage qui permet à la fois le rêve et puis la réflexion. Moi, c'est ce que j'aime dans ces littératures-là, en tout cas. Eh bien, maintenant que nous savons un peu plus sur ce genre littéraire de l'imaginaire, voici les deux livres que nous allons commenter dans quelques instants. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter ces livres avec nos invités, je souhaite vous proposer un reportage dans la bibliothèque de Valentin à Huy. Ça s'appelle comme ça. C'est une bibliothèque rennaise dans laquelle l'accessibilité, qui ouvre les portes probablement pour l'imaginaire, se fait. C'est un reportage d'Aurélie Crété. Vous êtes à l'association Valentin Huy de Rennes, d'Ille-et-Vilaine. Donc on est dans le hall de l'association. Donc vous avez une bibliothèque braille où sont transcrits à peu près 500 ouvrages. Et donc de ce côté-là, vous avez donc la bibliothèque audio où nous avons 4000 ouvrages ici en physique à Rennes. Des livres sur CD donc empruntables par les quelques 800 bénéficiaires de l'association. Bienvenue à Victor Reader. Je viens 2 fois par mois, quelquefois. Ça dépend. Ça dépend les CD, parce que vous savez, il y a des CD qui durent 23 ou 24 heures. Il y en a d'autres qui durent que 8 heures. Alors tout ça, ça dépend de la consommation que j'en fais. Mais enfin, je lis tous les jours. Enfin, je lis. J'entends. Et pour que Michel les entende, ces livres, la bibliothèque peut compter sur ses 80 donneurs et donneuses de voix. Qui sont recrutés sur la base du volontariat, bien entendu, de leur envie
de lire, mais aussi de leur capacité à le faire. Parce que la lecture à voix haute, ça n'est pas évident pour tout le monde. Et la lecture qui est quand même sur le long cours d'un livre qui va prendre plusieurs heures, ça n'est pas évident non plus. Des enregistrements qui parfois se font au premier étage du bâtiment de la rue de la Baudrerie. Ça n'est pas une lecture devant un public, c'est une lecture devant un ordinateur. Et l'ordinateur va nous donner le résultat de cette lecture, comme envoyé directement du désert pour remémorer le sacrifice nécessaire du Messie. Il faut se trouver dans un certain volume, ni trop fort, ni trop faible, et puis faire une lecture où le texte est bien entendu, parce que nos lecteurs sont des gens qui ne voient pas. Donc ils lisent avec leurs oreilles. Lire avec ses oreilles, mais aussi avec ses doigts, comme pour Gaëtan qui, chaque mois, reçoit de Paris les revues qu'il affectionne. Comme j'ai perdu la vue à 16 ans et demi, j'ai fait toutes mes études, repris mes études en braille pour passer mon bac, avoir le niveau du bac pour passer le concours d'entrée à l'école de kiné. J'ai évidemment maîtrisé l'écriture braille intégrale et l'abrégé amplifié. Gaëtan aime aussi les romans et ça c'est le rayon de Laurence, bénévole depuis 1992. Je viens tous les mardis et tous les mardis je fais des colis de livres que j'envoie dans toute la France et même en Algérie. Tous les jours, elle transcrit quelques pages de livres qu'elle choisit. Un travail de titan, seulement 3 ou 4 ouvrages sont transcrits chaque année. Donc un horloger bien tranquille, qui est tout petit, qui fait moins de 200 pages. Oh si, 229. Il y a quand même 8 volumes. 8 volumes, voilà, en abrégé. Et c'est très... Le braille prend beaucoup de place. C'est très long à faire. Bien plus qu'une bibliothèque, l'association Valentin Haoui propose aussi divers équipements, mais surtout une parenthèse dans le quotidien de centaines de personnes. C'est aussi un moment convivial, hein. Les gens ne viennent pas chercher un livre comme dans une bibliothèque. Voilà. Ils viennent discuter, ils partagent des choses, ils rencontrent d'autres personnes non-voyantes ou malvoyantes. Et voilà, c'est des échanges qu'ils font tous les jours et ils s'intéressent à la vie du comité en même temps. Voilà. Ouverte à Rennes depuis plus de 50 ans, l'association peut compter sur le dévouement de ses 250 bénévoles, maillon indispensable pour continuer d'accomplir sa mission. Nous ne pouvons que féliciter ce travail remarquable, bien entendu, mais travail remarquable aussi sur le plateau de TVR aujourd'hui, sur cette émission sur l'imaginaire. L'imaginaire éclaire notre réalité. C'est la thématique du jour et ce livre, Les dossiers du voile, a été écrit par Adrien Thomas, qui est assis ici avec nous, paru aux éditions Fleurus. J'ai bien dit, hein, Fleurus. Et bien voilà, donc cette maison d'édition, plus de 400 pages pour raconter quelque chose complètement imaginé. Par vous, bien entendu. Cette imagination va assez loin, hein. C'est-à-dire qu'on est dans un monde parallèle et là, on va se focaliser sur l'histoire de deux sœurs qui vont évoluer ensemble dans ce monde imaginaire parallèle qui est quand même somme toute assez proche de nous, ce voile, peut-être qui nous sépare. Et surtout, elles vont vivre de vraies aventures pour pouvoir tenir les mondes, on va dire, loin de certaines dangerosités. Et dans ce monde, il y a un peu tout, hein, vampires, loups-garous, des monstres, enfin, de toutes sortes de personnages. Qu'est-ce qui vous pousse à raconter l'histoire de cette manière-là et comment vous prenez pour le faire? Parce que honnêtement, c'est un travail de titan. Alors, je pense que ça vient de mon désintérêt pour le monde réel, je pense, et du coup du fait que je m'intéresse plus facilement à des choses imaginaires. Dans le roman, ça se base quand même sur notre monde, c'est-à-dire que l'action se déroule à Paris de nos jours, oui. Avant la pandémie, parce que je n'étais pas au courant au moment où je l'ai écrit, forcément. On va dire en 2019.
Et en fait, aborde des sujets fantastiques. Le roman s'inscrit dans la thématique fantastique, c'est-à-dire que dans le monde réel, il existe des créatures fantastiques, de la magie, des vampires, des loups-garous, des trolls, des fées, etc. Et qui sont du coup dissimulés derrière le voile. Et l'intérêt, que j'ai trouvé surtout dans l'écriture de ce roman, c'est de pouvoir mélanger les deux. C'est-à-dire de pouvoir mélanger à la fois le réel, à la fois la vie de tous les jours, à la fois le métro, la musique, la vie de famille, le lycée, le travail, etc. Et à côté, mélanger avec les loups-garous qui ont une retraite à Fontainebleau, les vampires qui gèrent certaines cliniques privées à Paris et les trolls qui tiennent la mafia. C'était quelque chose que j'ai trouvé amusant, je me suis beaucoup amusé à le faire. Et effectivement, c'est aussi du travail parce que ça nécessite de faire en sorte que tout tienne debout et qu'on ne puisse pas utiliser le moindre argument pour le faire tourner en disant c'est pas possible. Il doit y avoir une manière de faire tourner debout. En fait, la littérature de l'imaginaire, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas on invente tout ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, et puis si c'est pas crédible, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est de l'imaginaire, avec des elfes et des dragons, donc on fait ce qu'on veut. Au contraire, c'est généralement, pour créer de la littérature de l'imaginaire, il faut créer un monde intégral, similaire au nôtre, qui fonctionne, qui tient debout, avec des cultures, avec des créatures, avec des règles qui sont cohérentes entre elles, même si elles n'ont pas forcément de raison d'être dans notre monde réel. Et dans ce monde, justement, quand on imagine un univers, on imagine aussi des personnages et des rapports de force entre les personnages. Il y a du coup assez rapidement une dimension en fait un peu politique, qu'on le veuille ou non, dans ce type d'écriture. Et vous vous adressez notamment à des jeunes ou à des adolescents. Comment vous vivez ça, cette dimension politique de votre écriture et le pouvoir que ça peut avoir sur les jeunes lecteurs ? Je pars du principe que tout roman doit être un minimum politique. En fait, l'art est politique, on peut difficilement passer à côté de ça. Et j'ai tendance à penser que... Je pense que la littérature qui se destine aux adolescents et aux enfants ne doit pas assonner de vérité, mais doit poser des questions, soulever des questions. C'est-à-dire que les romans que j'écris, je n'impose pas mes idées, je fais en sorte de ne pas faire en sorte que les lecteurs soient forcément d'accord avec moi, j'essaie pas de les convaincre. Par contre, je leur fais se poser des questions sur leur quotidien, sur leur manière de concevoir le monde, l'univers, ce qui les entoure. Et pour moi, c'est ces questions qui sont importantes. C'est à eux de chercher à y répondre, c'est à eux d'essayer de faire le lien et de faire le lien avec ce qu'ils lisent et ce qu'il existe dans le monde réel et réaliser qu'effectivement, qu'on le veuille ou pas, effectivement, tout est politique en fait. Simon et Xavier, vous êtes venus, vous, nous présenter votre jeune maison d'édition rennaise qui s'appelle Argile et 2 livres qui sont ici présents avec nous. Alors moi, j'ai lu Traqué et donc un petit mot sur Traqué tout de même, puisque cette histoire réunit là aussi des personnages dans des villes. C'est intéressant parce que tout à l'heure on parlait de Paris, mais il y a aussi Nantes, il y a Toulouse dans votre livre à vous. Les villes, ça a l'air d'être quand même un lieu de prédilection pour faire que les personnages émergent de l'imaginaire. Je ne sais pas, c'est plus simple de faire ça peut-être que dans la campagne. Ceci étant, le vôtre, c'est plutôt un polar. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé de remarquable en fait dans cette écriture, puisque autant que maison d'édition, vous avez décidé de le publier? Eh bien, nous, notre ligne éditoriale, c'est de publier des textes d'imaginaire, mais aussi des romans historiques ou des thrillers, mais qui ont une forte dimension politique. Adrien, tout à l'heure, disait que toute littérature est politique, et je le rejoins tout à fait. Et nous, elle devait juste être évidente. Et dans Traqué, c'est un thriller à l'américaine, c'est-à-dire que les chapitres sont courts, les rebondissements nombreux, et c'est très difficile de le lâcher. C'est un roman qui vous fera rater votre arrêt de bus. Et à l'intérieur, on va suivre donc suite à la mort d'un lanceur d'alerte, 3 personnages, l'histoire d'un jeune homme dans une manifestation qui va se faire arrêter. L'histoire d'une policière qui va vouloir réorienter l'enquête, qu'on dirige un peu trop vite sur une piste qu'elle ne semble pas, qu'elle ne juge pas en tout cas probante. Et enfin l'histoire de cette jeune femme qui se cherche, qui commence tout juste dans le journalisme et qui va recevoir un mail en lui disant je sais ce qui est arrivé. Et voilà. Et à travers donc tous ces rebondissements, l'auteur Christophe Nicolas pose plein de questions qui sont la démocratie, qui sont la liberté de la presse, le fait que sont des choses qui sont très très importantes aujourd'hui et qui se gagnent surtout à chaque instant.
Et voilà, donc nous, il y avait à la fois le côté divertissant de la littérature, et puis aussi ce côté qui donne à réfléchir, et qui, je pense, est on ne peut plus actuel, notamment voilà, avec les manifestations, les violences policières voilà, qu'on voit tous les jours à la télé. Anaïs? En fait, dans cet univers-là, et puis comme dans le livre que vous avez également publié, Le crépuscule de Briareus, il y a tout plein de thèmes. Il y a la dimension sociopolitique, il y a le rapport à la nature, il y a même l'humanisme, la fin de l'humanité. Enfin, il y a vraiment une richesse de thèmes assez incroyable. Vous, en tant qu'éditeur, et je ne sais pas si je dois regarder à gauche ou à droite, justement, comment on fait pour choisir des textes, a fortiori à deux? Est-ce que c'est les thèmes? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est la plume de l'auteur? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, allez, sur celui-là, on y va? Je dirais qu'on est des passionnés et qu'on a des bibliothèques chez nous. Et souvent, on se plante devant nos bibliothèques et on ne se contente pas de les regarder, on les commente aussi. Et il arrive de temps en temps qu'on ait lu des livres que l'autre n'ait pas lus, par exemple. Et là, on en parle évidemment avec, je n'ai pas, enfin, beaucoup de dynamisme, on va dire, voilà. Et si, dans le cas, par exemple, si on prend le cas du crépuscule de Briareus, un d'entre nous ne l'avait pas lu et que l'autre l'avait vraiment adoré, eh bien, très vite, il va être lu. Et parfois, effectivement, on a un coup de foudre mutuel sur un livre. C'est arrivé avec Le crépuscule de Briareus, qui est un livre, vous parliez tout à l'heure des livres d'alerte. Pour moi, c'est typiquement ce genre de livre, c'est un livre d'alerte. Ce livre a été écrit en 1974 et il traite d'un monde qui est déjà en pleine déliquescence avec, par exemple, une nouvelle glaciation qui arrive à cause, là c'est d'une étoile qui a explosé, mais il y a des changements climatiques qui sont déjà là, donc des changements sociaux, des changements sociétaux, et qui ont une forte résonance, très forte résonance avec ce qui se passe maintenant. Donc en fait, que ce soit un livre qui soit ancien ou un livre qui soit tout à fait récent, si en fait le livre résonne avec ce qu'on est maintenant, nous, en tant que société aussi, s'il résonne avec ça, on va vouloir peut-être le faire. Et c'est ce qui s'est passé avec Le crépuscule de Briareus, qui pour nous est un des grands textes de la littérature d'anticipation à l'anglaise et du post-apocalyptique à l'anglaise, qui est presque un genre anglais en lui-même, d'ailleurs, le post-apocalyptique, qu'on se réfère à Herbert George Wells ou à des auteurs comme Brian Aldiss ou James Ballard. Voilà, c'est une vraie tradition en Angleterre et on retrouve justement cette acuité dans la littérature anglaise à nous présenter ce genre de monde, en fait. Voilà. Eh bien, évidemment, on n'a pas assez d'une émission télé pour pouvoir tout vous raconter. C'est vrai que c'est passionnant de vous entendre, que ce soit d'un point de vue maison d'édition ou auteur. C'est vrai que l'imaginaire, ça peut nous zapper comme ça. Mais nous avons aussi, dans le cadre de cette émission, quelque chose que nous vous avons réservé. C'est la découverte des illustratrices. Donc, nous vous remercions infiniment de votre participation à notre émission. Et Anaïs, de qui va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on avait envie de vous faire découvrir l'illustratrice, autrice Emmanuelle Bastien. Alors, Emmanuelle Bastien, on peut résumer ainsi, c'est l'expérimentation, la surprise, le jeu. En fait, elle dit elle-même qu'elle construit des images qui parfois deviennent des histoires. C'est une jolie formule et ça résume très bien son univers. Par exemple, dans cet album qui s'appelle donc J'irai voir, elle joue avec des papiers découpés. Donc on se trouve face aux neiges éternelles et puis finalement, tout à coup, il suffit de tourner la page pour être en plein désert. Donc le paysage se déploie et se redéploie comme ça tout au long de l'album. Ce qui émerveille évidemment les petits et aussi les grands. En fait, ce qui intéresse Emmanuelle Bastien, c'est ce qui se passe entre le moment où on ouvre, j'allais dire, la porte et où on la referme, et toutes les lectures et les relectures possibles. Par exemple, dans cet album, il était plusieurs fois, qui est une adaptation du Petit Chaperon Rouge, eh bien, on peut découvrir le livre dans un sens de lecture et puis le relire dans l'autre. Donc là, elle a travaillé avec des empreintes, des tampons, mais elle travaille aussi avec des trous, ce qui fait qu'on sollicite aussi beaucoup le toucher, la vue, l'imagination. Voilà, c'est vraiment un travail qu'on aime beaucoup. Et donc, on a eu le plaisir d'accueillir Emmanuelle Bastien pendant cette semaine de rencontres scolaires. Et elle a fait aussi un petit détour ici par TVRN pour nous présenter cette petite capsule surprise. Merci infiniment Anaïs, merci à nos invités. Eh bien, nous allons terminer cette émission en images poétiques et nous vous donnons rendez-vous pour des prochaines aventures pleines d'histoires ici sur TVR. Merci.